Que ce soit le gouvernement qui injecte des fonds dans les soins de santé mentale, ou que vous fouillez au fond de vos poches pour aider une personne dans le besoin. En santé mentale, maintenant plus que jamais, chaque geste compte. Bonjour à tous, je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir en si grand nombre. Nous sommes très motivés par le nombre élevé de participants à l'événement. Nous sommes très heureux de vous présenter cette conférence qui est réalisée en collaboration avec l'ensemble des chambres de commerce de la capitale nationale, que je veux prendre le temps aujourd'hui de vous nommer la Jeune Chambre de commerce de Québec, la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond, la Chambre de commerce du secteur ouest de Portneuf ainsi que celle de l'est de Portneuf, la Chambre de commerce de l'île d'Orléans et la Chambre de commerce de Charlevoix. Merci à tous pour votre engagement envers cet événement. Nous entendrons aujourd'hui parler d'alliances économiques et des perspectives d'affaires pour la capitale nationale. Ce sera sûrement une rencontre qui sera éclairante et rassurante sur notre relance post-COVID. Je veux saluer Madame la vice-première ministre Geneviève Guilbeault et vous remercier de votre présence avec nous. Et vous avez sûrement un horaire très chargé, alors merci. Et la communauté d'affaires vous remercie grandement de ce moment privilégié que nous passerons ensemble. Je veux également saluer mon président, M. Martin Cousineau, président du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, qui agira aujourd'hui comme animateur de l'événement. J'aimerais aussi remercier nos deux partenaires qui nous ont permis de vous offrir cet événement gratuitement. Je pense à BCF Avocats d'affaires et à TACT. Alors, sans plus attendre, je laisse la parole à M. Mario Welch, associé responsable du Bureau de Québec chez BCF Avocats d'affaires, un partenaire très important pour la Chambre de commerce qui nous permet de vous présenter des activités comme celle d'aujourd'hui. M. Welch, à vous la parole. Madame la ministre, M. Lavoie, M. Cousineau, M. Ducharme, chers membres des chambres de commerce, au nom de l'équipe BCF Avocats d'affaires, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cet événement de la série politique orchestré par les chambres de commerce de la région. BCF a été fondé il y a 25 ans par des professionnels passionnés qui voulaient sortir du moule traditionnel afin d'avoir un impact réel auprès de la communauté d'affaires. Notre mission est non seulement d'accompagner les entrepreneurs, mais également de partager leurs rêves de croissance ainsi que leurs défis. C'est pourquoi il était tout naturel pour nous de devenir partenaire de l'événement d'aujourd'hui. Nous croyons que le succès de l'Alliance économique repose sur la force d'une collectivité, d'organismes partenaires engagés et d'une communauté d'affaires dynamique. La région de la capitale nationale est reconnue pour sa capacité de se réinventer et de faire preuve d'une grande solidarité. Ce qui vous sera présenté aujourd'hui en est une belle démonstration. Les partenaires de l'Alliance économique ont comme objectif d'accélérer la relance durable de l'économie régionale dans un contexte post-pandémique. Il sera très intéressant d'écouter Madame la ministre Guilbeault nous parler de cette importante initiative. Encore une fois, merci aux chambres de commerce de la région ainsi qu'au comité organisateur de l'événement. À chacun d'entre vous, virtuellement présent, aujourd'hui, je vous souhaite une très belle présentation. Merci, M. Welch. Il me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui nos invités de notre série politique du jour. Dans un premier temps, Mme Guilbeault nous présentera sa vision de l'Alliance économique pour la capitale nationale. Et ensuite, elle s'entretiendra avec notre animateur, M. Cousineau, qui lui adressera les questions fournies par vous au cours des derniers jours. Alors, Mme Guilbeault, M. Cousineau, je vous souhaite à tous les deux un excellent échange. Bonjour, oui, c'est à moi. Bon, parfait. Je ne savais pas si M. Cousineau parlait avant moi, mais donc merci beaucoup, M. Lavoie, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, bien sûr, et M. Cousineau. Il y a plein de gens importants là, sur la ligne en ce moment, et donc je ne ferai pas la liste nécessairement parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens.
sur la ligne, les présidents des chambres de commerce, entre autres, président du CA de la Chambre, M. Cousineau, qui est avec moi, et donc plein d'autres personnes, mais ça me fait tellement plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je pense que l'assistance est assez nombreuse, d'ailleurs, parmi cette rencontre en ligne. Donc, c'est virtuel, évidemment, ça ne fait jamais le même effet que quand on peut se voir en personne dans nos fameuses rencontres de la Chambre de commerce, souvent des dîners, conférences et autres. Mais quand même, c'est très, très intéressant d'avoir cette occasion de m'adresser à vous tous aujourd'hui. Donc, un grand merci d'être aussi nombreux, malgré des horaires chargés, comme disait M. Lavoie. Je veux remercier d'emblée, pour être sûr de ne pas l'oublier, la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, évidemment, pour cette belle invitation et pour cette opportunité que j'ai de vous rencontrer. Et comme c'est la première fois pour la plupart d'entre vous qu'on se parle cette année, bien évidemment, on est en janvier, donc je veux vous souhaiter à tous une très, très belle année 2021 et vous faire le même souhait que j'ai fait à tout le monde à date cette année, c'est-à-dire que je vous souhaite à peu près n'importe quoi de mieux qu'en 2020, ce qui ne sera pas dur à battre et ce qui, je pense, est le meilleur souhait qu'on puisse vous faire dans les circonstances. Et quand je parle de circonstances, évidemment, je fais référence à la pandémie. Je n'ai pas l'intention de prendre trop de temps pour parler de la pandémie, mais je pense qu'on n'a pas le choix de dire un petit mot introductif parce qu'évidemment, ça conditionne et ça imprègne énormément le contexte économique actuel, contexte économique et contexte social. Simplement un petit mot pour vous rappeler que oui, la pandémie est toujours sévissante, mais que l'espoir est là. Et ça, c'est le message important que je passe toujours. Il y a encore des mesures, le couvre-feu, etc. Mais l'espoir est définitivement présent avec la vaccination qui avance quand même à grands pas dans la capitale nationale. Ici, on a déjà vacciné tous nos CHSLD. Vendredi dernier, on était à près de 16 000 personnes dans le réseau de la santé qui étaient vaccinées. Les cas sont en baisse, la contamination est en baisse, les hospitalisations sont en baisse et il y a beaucoup moins de travailleurs de la santé qui sont retirés du réseau pour des raisons préventives ou parce qu'ils ont effectivement contracté la COVID et beaucoup moins d'éclosions actives aussi dans les milieux de soins. Donc, tout ça pour dire que la situation épidémiologique s'est améliorée, mais qu'il faut toujours rester très, très, très prudent. Puis ça, c'est toujours le paradoxe un peu. On fait des messages d'espoir, mais en même temps, on se sent obligé d'amener la contrepartie en disant la situation reste fragile, reste précaire. Fait qu'il faut continuer de suivre les mesures rigoureusement pour maintenir cette accalmie et attendre finalement qu'on passe à des jours meilleurs une fois que la vaccination sera encore plus avancée. Mais je compte sur vous. Une des façons de suivre ces mesures, c'est de le faire au sein de nos organisations, comme employeurs, comme gestionnaires d'établissements ou d'organisations. Et ça, vous l'avez fait de manière impressionnante, le suivi des consignes, la protection des travailleurs, etc., des clients et tout ça. Alors, un gros merci. Et je compte sur vous pour continuer jusqu'à ce qu'on s'en sorte. Le 8 février approche, la date de la fin du couvre-feu, et on est en train d'évaluer différents scénarios pour la suite. Évidemment, on ne pourra pas déconfiner au complet, mais on est très, très préoccupé par nos jeunes, vous le savez, par l'économie aussi. Il y a également des situations qui sont différentes d'une région à l'autre. Donc, plusieurs variables qui sont prises en compte, mais on vous annoncera la semaine prochaine sans doute ce qu'il pourrait advenir après le 8 février. Je complète la parenthèse pandémie là-dessus parce que je ne veux pas prendre d'autre temps, puis je pense qu'on entend tous déjà énormément parler par ailleurs. Et je vais enchaîner tout de suite avec une des conséquences de cette pandémie, c'est-à-dire l'aide qui est disponible pour vous. Et je vais parler aussi de notre alliance économique, effectivement, qui a été abordée en introduction par messieurs Lavoie et Welch, qui est très, très importante ici dans notre capitale nationale. Parce que la pandémie a amené évidemment énormément de besoins chez nos entrepreneurs. Donc, aux programmes réguliers d'aide se sont ajoutés les programmes ponctuels découlant directement de cette pandémie. Et je veux faire un bref retour sur certains parce qu'à chaque fois que j'ai certaines discussions à gauche, à droite, des fois, je réalise que ce n'est pas nécessairement clair ou des fois, ce n'est pas tout le monde qui est au courant. Puis c'est très important de savoir que cette aide-là existe. Donc, je veux revenir sur notre programme AERAM, le programme pour les régions en alerte maximale. Donc, toutes les entreprises qui doivent fermer à cause de la pandémie. Il y a ce programme AERAM qui est disponible et qui vous permet d'aller chercher des subventions jusqu'à 15 000 $ par mois pour des frais fixes. Donc, très, très intéressant. Et sur ce programme AERAM, j'ai une petite nouveauté à vous communiquer parce qu'une des choses qu'on s'est fait dire beaucoup, c'est qu'il y avait ce critère comme quoi l'entreprise devait exister, devait être en activité depuis au moins 1 an pour être admissible au AERAM. Or, il y a plusieurs entreprises qui n'avaient pas 1 an d'existence et donc qui se voyaient refuser l'accès au programme. Donc, on a modifié ce critère-là et maintenant, c'est 6 mois d'activité qui est requis
plutôt qu'un an. Alors, je pense qu'il y a plusieurs petites nouvelles entreprises qui vont être contentes, heureuses d'entendre ça. Donc, 6 mois d'activité plutôt qu'un an. Alors, je vous encourage à faire ou à refaire une demande pour l'aide financière liée au ARAM parce que vous pourriez devenir admissible si vous ne l'étiez pas. Il y a toujours aussi les programmes pour les plus grandes entreprises. Alors, il y a entre autres le PAC, le programme d'action concertée temporaire pour les entreprises, pour des prêts de plus de 50 000 $. Et il y a d'autres programmes existants aussi. Donc, à tous les grands entrepreneurs, je vous encourage à contacter Investissement Québec pour vous prévaloir de cette aide disponible. Et parlant d'aide disponible, ça m'amène à cette alliance économique, une force nette, une force vive économique qu'on a mise sur pied l'automne dernier dans la capitale nationale, qu'on a annoncé le 20 novembre dernier pour être précis, et qui depuis ce temps-là fait son chemin. Puis je veux revenir là-dessus aujourd'hui parce que je veux être certaine encore une fois que tout le monde est conscient de ce bel outil économique qui existe dans notre capitale pour vous soutenir. L'alliance économique, c'est quoi? Bien, c'est en fait plusieurs partenaires avec qui on s'est réunis. Moi, l'automne dernier, je parlais évidemment à plusieurs personnes ici dans la capitale nationale. Et là, on se disait, il y a beaucoup d'aide qui est disponible à un endroit ou à un autre. Il y en a au fédéral, il y en a au provincial, il y a le municipal, il y a d'autres partenaires aussi qui peuvent apporter leur aide, pas seulement financière, mais des fois de l'aide technique, du soutien, du mentorat. Alors, on s'est dit, on va se mettre tous ensemble et on va créer une alliance pour vraiment simplifier la vie de nos entrepreneurs et de tous nos porteurs de projets dans la capitale nationale et faire en sorte de leur simplifier l'accès aux sources de financement et à l'aide technique dont ils pourraient avoir besoin, entre autres dans le cadre de la pandémie. Alors, cette alliance économique, elle est parrainée finalement par mon secrétariat de la capitale nationale et moi, mais en association avec d'autres partenaires importants. On pense à la Ville de Québec, à nos 6 MRC dans la capitale nationale. Il y a également, évidemment, le ministère de l'Économie, Investissement Québec. Il y a Développement économique Canada aussi. Donc, le gouvernement fédéral fait partie intégrante de l'alliance. Et on a d'autres partenaires aussi très important dans la capitale nationale, l'Université Laval, la Corporation des parcs industriels de Québec, il y a aussi Québec international, l'Office de tourisme de Québec, Tourisme Charlevoix. Donc, il y a comme ça plusieurs partenaires, la Chambre de commerce, évidemment, la Chambre de commerce d'industrie de Québec, ça va de soi. Donc, il y a plusieurs partenaires qui travaillent avec nous et le principe de l'alliance, il est très simple. C'est à partir du moment où vous avez un projet dans notre capitale nationale, que vous soyez un entrepreneur avec un besoin ou un projet, que vous soyez un OSBL ou une coopérative, vous pouvez bénéficier du soutien de notre alliance économique. La porte d'entrée, la première étape de vos démarches demeure la Ville de Québec ou la MRC où vous vous trouvez. Mais quel que soit le partenaire, que ce soit la Ville, une MRC ou un autre partenaire de l'Alliance à qui vous faites appel, le principe, c'est que ce partenaire-là va amener votre projet finalement à l'Alliance, va faire connaître, va partager votre projet avec l'ensemble des partenaires de l'Alliance, ce qui fait que vous allez pouvoir, vous, comme porteur de projet ou comme demandeur, présenter votre projet à l'ensemble de ces partenaires économiques et techniques potentiels avec une seule rencontre. Donc, en une seule fois, vous présentez ça à l'ensemble des partenaires qui peuvent peut-être vous apporter une aide dont vous n'étiez pas nécessairement conscient, mais qui pourrait vous apporter un soutien qui pourrait vous être bénéfique. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être simple, d'être efficace, d'économiser les démarches administratives, l'énergie, le temps qu'on perd là-dedans, un peu à l'image, si je peux me permettre l'exemple, d'une émission connue, Dans l'œil du dragon. Donc, on a des gens qui viennent comme ça présenter des projets, présenter des visions d'entreprise, des produits à l'ensemble des dragons en même temps. Et là, chacun y va de ce qu'il peut faire pour lui. C'est exactement le même principe, mais avec tous nos partenaires dans la capitale nationale. Et jusqu'à maintenant, on a aidé, depuis, vous voyez, on a annoncé ça fin novembre. Il y a eu la période des fêtes depuis ce temps-là. Puis on est rendu au-dessus d'une trentaine d'entreprises qu'on a aidées avec l'Alliance économique. Et des entreprises issues de tous les milieux. Là, on a des entreprises dans le cosmétique, on en a dans l'application logicielle, on en a dans le récréo touristique. Donc, il y a plusieurs personnes comme ça qui se sont prévalues de l'Alliance. Fait que je vous encourage à faire de même si ce n'est pas déjà fait. On pourrait peut-être vous aider sans même que vous en soyez nécessairement conscient. Donc, pourquoi s'en priver? Et donc, c'est ça. Alors, je vous encourage à le faire. En complément aussi à ça, et toujours sur l'aide qui est disponible, un petit mot sur mes programmes. Moi, ici, dans la capitale nationale, je gère 2 programmes, le Fonds du région de la capitale nationale et le programme d'aide aux appuis régionales. Et j'ai
a aussi reconduit beaucoup d'argent dans ces fonds-là. Donc, le Fonds de la capitale nationale, un 75 millions sur 3 ans, donc qui est délégué à la Ville et au MRC pour encore une fois soutenir vos projets, et mon programme d'appui aux actions régionales pour soutenir tout ce qui est événements culturels, événementiels, touristiques, d'affaires, sportifs. J'ai doublé, moi, le budget de ce programme-là à mon arrivée comme ministre, passé de à peu près 6 millions à peu près 10 millions. Et donc, cet argent-là, il est disponible aussi. Je m'apprête à faire certains assouplissements pour être capable d'aider davantage d'événements en mode alternatif, parce que festival, événement, c'est pas évident ces temps-ci. Souvent, il y a des alternatives virtuelles qui sont proposées. Donc, pour vous permettre de bénéficier encore de cette aide-là, on va faire des assouplissements. Mais cet argent-là, il est disponible pour vous. Alors, allez-y, utilisez-nous. On est là pour ça. Un petit mot sur la situation économique. Évidemment, c'est une parenthèse obligée. La situation économique, la pandémie a eu des incidences préjudiciables partout dans l'économie, partout dans le monde, partout au Canada, partout au Québec, incluant dans la capitale nationale. Les secteurs, il y a divers secteurs, je pense à l'hébergement, je pense à la restauration, je pense au tourisme, au culturel, loisirs, sport, ont été énormément affectés, particulièrement dans cette pandémie. Il y a d'autres secteurs qui, à l'inverse, s'en sont très, très bien tirés, qui font même plus d'argent qu'ils en faisaient avant la pandémie et qui en feront après la pandémie. Donc, en faisant un tout avec tout ça, puis en regardant l'ensemble de la chose, il y a quand même des indicateurs qui nous disent que la situation, somme toute, on s'en tire bien dans notre capitale nationale. L'économie de notre région métropolitaine de Québec est celle qui a le mieux performé dans les 2 derniers trimestres. Et selon le Conference Board, au 3e trimestre, on a repris les 2 tiers du ralentissement d'activité économique qui avait été observé au 2e trimestre. Donc, on est passé de moins 13,8 à moins 4,4 %. Et là, je ne veux pas vous assommer avec des chiffres, mais simplement, si on combine ça aussi aux données sur l'emploi, en décembre, on avait ici dans la capitale nationale non seulement rattrapé tous les emplois perdus à cause de la pandémie, mais on avait créé 2900 emplois en décembre. Taux de chômage à 4,1. Alors là, taux de chômage beaucoup plus bas qu'à Montréal et à Toronto, si on se compare. Et donc, quand on regarde aussi l'incidence que ça a sur la consommation, les revenus de nos citoyens, de nos familles, de nos ménages, la consommation dans les ménages aussi, les statistiques nous disent que les dépenses qui avaient été reportées au printemps dans le creux de la première vague ont été rattrapées à l'été et à l'automne. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'emploi est soutenu, ça veut dire que les revenus continuent d'entrer et que l'argent circule, la consommation se fait. Alors ça, c'est une bonne nouvelle d'un point de vue économique pour notre capitale nationale. Mais ça m'amène à mon prochain sujet qui, quant à moi, est incontournable aussi et qui, paradoxalement, est la principale inquiétude de nos entrepreneurs dans la capitale nationale, le principal frein au développement de plusieurs entreprises, c'est cette tristement fameuse pénurie de main-d'œuvre. Je veux en parler aujourd'hui parce que ça, je l'ai dit, c'est la principale inquiétude. Il y a un sondage qui a été fait dernièrement par Léger à la demande de la Chambre de commerce et de Québec international qui confirmait que la principale inquiétude de nos dirigeants d'entreprise, c'est le recrutement et la rétention du personnel. Et la pénurie de main-d'œuvre, ça fait longtemps qu'on en parle, avant même qu'on soit au gouvernement. Moi, comme ministre, j'en parle depuis mon arrivée. On en a sans doute un petit peu moins parlé publiquement pendant la pandémie parce qu'à l'évidence, l'attention était ailleurs. Mais sachez qu'on n'a jamais arrêté d'en parler, de travailler là-dessus, nous, en coulisses, si on veut, là, au gouvernement, puisque c'est vraiment le principal problème de plusieurs de nos dirigeants d'organismes d'entreprise. Je fais partie, moi, du comité de relance économique du gouvernement avec quelques collègues et c'est des conversations récurrentes qu'on a comme quoi il faut agir pour cette pénurie de main-d'œuvre. La première chose, c'est la formation. La formation de 2 ordres. Il y a ce que moi j'appelle l'orientation des talents, donc convaincre nos jeunes, orienter nos jeunes vers des domaines de formation qui sont vraiment des carrières d'avenir pour lesquelles il y a une forte demande et il y a cette pénurie de main-d'œuvre. On pense aux technologies de l'information, on pense à la construction, au bioalimentaire, aux sciences de la vie, le secteur des finances, le manufacturier. Donc, il y a tous ces domaines-là pour lesquels il y a des besoins criants. Et on pense aussi à la requalification de la main-d'œuvre. Mes collègues ministres du Travail et de l'Éducation ont justement fait une annonce cette semaine de 91,5 millions pour la requalification rapide des gens qui ont perdu leur emploi ou ont quitté leur emploi depuis la pandémie. Donc ça, c'est un ensemble. Requalifier des gens, former des gens dans les bons domaines, c'est toujours délicat parce que oui, on voudrait que nos jeunes étudient dans les domaines qui sont les plus nécessaires d'un point de vue de la main-d'œuvre, mais en même temps, on ne peut pas non plus les brider, les contraintes. Donc, c'est de trouver cette façon socialement d'orienter les talents vers les domaines d'avenir
pour pouvoir avoir des travailleurs qualifiés dans les domaines où c'est nécessaire. L'immigration est une autre clé aussi pour pouvoir avoir des nouveaux arrivants et on l'a toujours dit aussi, on veut arrimer définitivement le profil des nouveaux arrivants avec les besoins en main-d'œuvre. Tout ce qu'on pouvait faire à notre niveau provincial a été fait. On a simplifié les processus, on a mis en place le programme ARIMA. Il y a toujours une partie fédérale avec l'immigration. C'est des fois ce qui peut être un petit peu plus complexe que ce qu'on contrôle à 100%, mais on continue de travailler là-dessus. Les seuils d'immigration vont graduellement augmenter. Une autre chose qui est très intéressante aussi et que je rappelle aujourd'hui par rapport à la pénurie de main-d'œuvre, c'est tout le chantier de l'innovation et de l'automatisation. C'est un autre volet sur lequel on peut faire des économies de main-d'œuvre humaine, si je peux m'exprimer ainsi. Et il y a beaucoup de programmes et d'aides en place pour cet élément-là d'automatisation, de numérisation. Parce que la numérisation, là, entre autres, quand on pense au manufacturier, le 4.0, l'arrivée des technologies dans les industries, ça a eu des conséquences considérables sur la compétitivité, sur les investissements, sur le développement des compétences du personnel. Alors, il y a des programmes et des sommes disponibles pour vous appuyer dans cette démarche vers l'intégration des technologies d'avenir à même vos modèles d'affaires, vos stratégies d'affaires, votre planification stratégique, etc. Alors, là aussi, bénéficiez, ne vous privez pas de ces sommes disponibles et embrassez le numérique. Le numérique qui d'ailleurs devrait être sur toutes les lèvres et sur tous les bureaux de dirigeants d'entreprise. Avec la pandémie, ça a confirmé hors de tout doute raisonnable la nécessité de vraiment se tourner vers les technologies d'avenir. Vous le voyez aujourd'hui, là, on se parle en Teams, mais plus largement, ça doit être omniprésent, je pense, dans les modèles d'affaires et dans les stratégies de développement des entreprises, le numérique et tout ce qui touche l'innovation de près ou de loin. Ça doit être intégré à vos planifications, à votre plan de développement des compétences, à votre plan de formation continue. Et donc, il y a des entreprises aujourd'hui, imaginez encore quelques-unes, plus c'est embêtant de vous dire ça parce que je ne veux pas viser personne, j'ai personne en tête, mais quelqu'un qui n'a pas encore de site web ou qui n'est pas équipé plus qu'il faut sur le plan numérique, bien, je pense qu'en ce moment, là, c'est le temps de se dire, je me lance et je me modernise, puis je m'ouvre aux technologies du futur parce que vraiment, ça va devenir un incontournable. Les citoyens ont modifier largement leurs habitudes de consommation aussi, tout ce qui est plateforme en ligne, tout ce qui est application, l'achat en ligne, etc. Donc, il y a vraiment là des opportunités d'affaires à saisir que je vous encourage à embrasser le plus largement et le plus énergiquement possible. D'autant plus que la relance, les perspectives, la relance à l'échelle plus nationale, bien, ça va s'articuler autour de 4 chantiers en ce qui nous concerne. C'est l'innovation, la numérisation, alors on ne s'en sort pas, le développement économique régional et tout ce qui a rapport aussi avec ce qu'on appelle notre balance commerciale déficitaire, donc importation, exportation, déficitaire actuellement, réduire nos importations. Et là, tout ce qui est achat local, production locale, autonomie alimentaire ou autre, va aller dans le sens de la réduction des importations, augmenter les exportations. Bon, ça, c'est un autre enjeu. Il y a un élan protectionniste post-COVID, mais donc, ça pour dire que la numérisation, c'est vraiment un incontournable que je vous encourage à exploiter au maximum. Je l'ai dit, la capitale nationale, bien, on s'en sort somme toute assez bien. Il faut se rappeler aussi qu'en 2019, on avait réussi la meilleure croissance économique parmi les pays du G7. Donc ça, c'est pas rien. On était en bonne posture avant la pandémie. Il y a quand même eu plusieurs signes encourageants tout au long de la pandémie, peut-être pas au début, mais depuis la fin du printemps, le début de l'été. Et maintenant, on est, je pense, en excellente posture pour cette reprise économique. À l'échelle régionale, je sens, moi, une effervescence autour d'une reprise plus formelle, entre autres autour de cet achat local, du numérique, comme je l'ai dit, autour aussi de l'accélération du développement régional grâce, entre autres, à notre alliance économique. Il y a aussi tous les projets d'infrastructure qui sont déjà prévus, dont on a déjà parlé. On pense spontanément à tous nos projets de transport, donc projets de transport collectif, projet de transport structurant, évidemment, ici à Québec, notre projet de tunnel Québec-Lévis, projet de transport aérien aussi. Il y a l'aéroport qui s'en vient avec un beau plan de relance et de développement en 5 phases que nous appuyons avec notre secrétariat à la capitale nationale avec l'objectif de bonifier la desserte aérienne. Transport maritime, projet Laurentia, excellent projet pour notre capitale nationale qui comporte des défis sur lesquels je pense qu'il faut
travailler, mais néanmoins très, très important pour notre capitale, pour l'Est du Québec, pour le Québec au complet en termes de positionnement international stratégique dans le maritime. Projet Laurentiade très important. Un autre projet aussi que j'appuie avec mon secrétariat, c'est ce qu'on a appelé la Corvée, mais avec la Corporation des parcs industriels, qui lance un vaste chantier de consultation et d'accompagnement auprès de 3000 entreprises. Donc ça, c'est une vaste opération avec la corporation. 3000 entreprises, l'idée, c'est d'aller au-devant des entreprises, de sonder les besoins et de trouver une manière de les aider à maintenir leur compétitivité, à maintenir leur niveau d'activité économique et de façon générale à les aider à trouver des solutions pour atteindre leurs objectifs. Et là encore, l'Alliance économique va avoir un rôle prépondérant dans cette volonté de stimuler finalement les entreprises, l'activité économique, etc. Alors, tout ça devient cyclique. Vous voyez un peu le concept de l'Alliance économique qui nous permet d'agir un peu à toutes les étapes, puis finalement d'aider tout le monde, quel que soit le stade et le type d'aide dont ils ont besoin. Alors, j'imagine que le temps avance, donc je vais conclure là-dessus, mais je veux quand même terminer en rappelant que l'espoir, il est vraiment là. Il est là d'un point de vue social, mais il est là d'un point de vue économique aussi. Le premier ministre l'a dit cette semaine, on va rebondir vigoureusement, on va profiter d'une nouvelle économie, beaucoup d'entreprises tournées vers les économies vertes, vers le numérique, l'automatisation dont je parlais tantôt, l'engouement pour l'achat local, opportunité à saisir pour plusieurs d'entre vous. L'aide financière, elle est là, elle est disponible, elle est prévisible, donc prévalez-vous-en. Et aussi, j'ai considérablement augmenté nos budgets ici dans la capitale nationale pour toutes sortes de projets, donc là encore, profitez-en. Et je vais terminer, puis là c'est vrai, avec juste... Je vais faire une petite parenthèse un peu plus à saveur humaine. Je comprends que c'est un forum économique, mais je pense que c'est important. Je veux premièrement remercier tous mes collègues députés de la région de Québec qui sont sans doute sur la ligne. C'est mon visage que vous voyez aujourd'hui, mais on est 9 députés de la CAQ dans la région de Québec et c'est parce qu'on est 9 qu'on est une voix forte et qu'on peut faire et vous transmettre les messages qu'on vous transmet aujourd'hui. Donc, pas évident de faire de la politique en temps de pandémie. Nous autres aussi, on a l'habitude de se voir en personne, vous serrer la main, de vous rencontrer, mais on n'est pas moins actifs pour autant. Donc, merci à mes 8 collègues députés. Et en terminant, un gros merci à vous tous, les 350, 400 qui êtes sur la ligne. Vous êtes là parce que vous avez tous des responsabilités professionnelles, d'employeurs, d'entrepreneurs, de leaders en tout genre qui vous confèrent justement ces responsabilités importantes en temps de pandémie, de protéger vos travailleurs, de respecter les règles de la CNESST, les règles de la santé publique, etc. Et vous le faites très bien. Je vous ai remercié tout à l'heure. Mais vous êtes tous aussi, comme moi d'ailleurs, comme tout le monde, des êtres humains, des hommes, des femmes qui ont des enfants, qui ont des parents, qui sans doute finissent par trouver ça difficile aussi des fois. Puis c'est normal, on revient chez nous, puis on est souvent chez nous d'ailleurs. Et en dehors de nos fonctions, ben nous autres aussi, des fois, on peut être tannés, puis on peut être fatigué d'en entendre parler, ou avoir des gens dans notre entourage qui souffrent et tout ça, puis se sentir impuissants parce qu'on ne peut pas aller les voir. Donc, je veux simplement vous dire de ne pas lâcher puis de garder le moral et d'accepter finalement qu'en dehors de nos responsabilités, nous aussi, on peut finir par être tannés. Mais lâchez pas, on est ensemble là-dedans, ça va mieux, on va s'en sortir. Appelez-vous, appelez-nous, appelez-moi si vous êtes tannés, puis on va se réconforter ensemble, mais chose certaine, dans quelques semaines, quelques mois, on sera sortis de cette pandémie et c'est parce qu'on l'aura fait tous ensemble. Donc, un gros merci à tout le monde. Merci. Donc, je vais enchaîner. Donc, tout d'abord, j'ai envie de vous saluer. Donc, tout en honneur d'accueillir la vice-première ministre, la ministre de la Sécurité publique et la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale. Donc, ça va être un plaisir d'échanger en chambre aujourd'hui. Je tiens aussi, d'ailleurs, à saluer tous les gens qui nous écoutent. Ensuite, à notre invitation, on a demandé à nos membres ainsi qu'à la communauté d'affaires de nous transmettre leurs questions, afin que je puisse, mettons, vous les poser. Donc, d'entrée de jeu, je vous pose donc la première. La Capitale-Nationale couvre le territoire de Portneuf à Charlesbourg. Est-ce que vous croyez qu'à court terme ou moyen terme, Lévis pourrait ou devrait faire partie de la Capitale-Nationale? Ça, c'est une très belle question. Je l'aime beaucoup, cette question-là. Je ne sais pas qui me la pose, mais merci, parce que ça me permet d'aborder le sujet. Je l'ai souvent abordé, Portneuf à Charlevoix, la Capitale-Nationale, effectivement, mais moi, la vision inclusive du développement, j'en ai souvent parlé. Là. Oui, de Portneuf à Charlevoix, mais j'ai souvent inclus Lévis puis la Rive-Sud là-dedans,
parce que pour moi, ça va de soi qu'il faut avoir cette vision-là. Il y a déjà des orientations régionales, de toute façon, qui ont cette saveur très élargie en termes d'aménagement du territoire, de services à la population. Lévis, d'ailleurs, fait partie de la CMQ, la communauté métropolitaine de Québec. Donc, il y a déjà des forums pour inclure Lévis dans certaines décisions qu'on prend. Pour ce qui est du réaménagement purement administratif, faire changer Lévis de administratif, c'est compliqué, puis c'est une demande qui va venir des élus, puis bon, il y a tout un processus qui est compliqué, mais pas besoin de faire ce changement-là. On peut déjà prendre Lévis en compte. On le fait, les grands projets dont je parlais tantôt, le transport en commun, arrimer les projets de transport en commun, desserte commune des deux rives, le tunnel Québec-Lévis, évidemment, on est en plein dans une vision pour les deux rives. Le chantier des vies aussi, oui, c'est sur la rive sud, mais ça, c'est très, très important pour notre économie ici. Ça fait travailler beaucoup de monde de part et d'autre de la rive sud, du fleuve, la tête des ponts. Donc, il y a beaucoup de projets comme ça. Puis moi, quand je suis arrivée, je suis responsable de la Commission de la capitale nationale, entre autres. Et c'était dans le mandat de la commission depuis toujours de desservir Lévis. Or, il n'y a jamais de projet qui s'était fait avec Lévis avant mon arrivée. Alors, j'ai été la première à annoncer un projet avec Lévis par une instance qui est réputée s'occuper de la capitale nationale, donc le parc de la Pointe-Benson, un super beau projet. Alors, tout ça pour dire que ça peut paraître banal en apparence, cette collection d'anecdotes-là, mais je pense que ça témoigne d'une volonté réelle d'envoyer le signal comme quoi il faut avoir un développement et une vision inclusive. Nos relations sont excellentes avec la municipalité. Donc, oui, vision très élargie, incluant la Rive-Sud. Merci. Donc, enchaînant avec une autre question qu'on a reçue, le défi, vous en avez parlé dans le message d'élection du début, le défi d'obtenir de la main-d'œuvre pour plusieurs industries est revenu d'une façon importante dans la région. Est-ce que des actions vont être prises pour aider ces entreprises touchées à ce chapitre? Est-ce que c'est possible d'en savoir un peu plus, mettons? Oui. La réponse macro que je donnerais, ça reprend un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il y a deux choses. Là. Il y a l'orientation des talents, donc trouver une façon d'inciter nos jeunes à étudier dans les bons domaines. Bon, j'aime pas l'expression bon domaine là, parce qu'il n'y a pas de domaine bon ou pas bon, mais dans les domaines d'avenir où il y a des pénuries criantes. Donc, on maximise et on veut multiplier, ajouter les incitatifs et les initiatives pour vraiment travailler sur ce front-là, de convaincre les jeunes d'étudier dans certains domaines particuliers. Il y a la requalification de la main-d'œuvre aussi. Ça, c'est important parce qu'il y a eu des pertes d'emploi. Donc, si on peut rediriger ces gens-là vers des domaines où il y a des grosses pénuries. Puis les technologies de l'information, quand on parle à des gens qui sont là-dedans, eux autres pourraient prendre des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de plus de travailleurs. Là. Puis, le défi il est planétaire en passant. Il est planétaire, ce défi-là de main-d'œuvre. Il y a systématiquement moins de gens qui sortent des cohortes de formation que de besoins dans les différentes entreprises. Donc, il y a ça. Sinon, on a fait, nous, des annonces très, très précises, là, entre autres dans la capitale nationale. Puis là, j'ai une liste ici, mais puis encore une fois, je veux pas vous assommer avec ça, mais vous voyez, on a annoncé le 3 millions pour la création du pôle d'expertise régionale en intelligence artificielle. Super important. Le projet 42 ici à Québec, qui a été annoncé par mon collègue ministre du Travail, ministre de la Transformation numérique aussi, un investissement de 5 millions pour soutenir une initiative innovante en formation dans le secteur des technologies de l'information. Donc, projet 42, c'est ici en Basse-Ville à Québec. C'est très, très, très intéressant. 976 000 pour la formation de 310 employés chez Ad Énergie, 3,25 millions pour l'intégration en emploi des jeunes dans la capitale nationale. Donc, il y a aussi les groupes sous-représentés, les jeunes, des fois des personnes avec des contraintes à l'emploi. Puis là, je pense à Groupe TAC, qui est une entreprise bien connue à Québec, qui utilise des personnes avec des contraintes à l'emploi, qui d'ailleurs, on est en train d'aider avec l'Alliance économique pour un autre nouveau beau projet. Donc, je pourrais en dire longtemps, là, mais je ne veux pas prendre trop de temps, mais on a fait des annonces très, très concrètes pour stimuler soit la formation en entreprise, soit l'automatisation dont j'ai parlé tout à l'heure, et parallèlement, on multiplie les incitatifs pour convaincre les gens soit de s'orienter ou de se réorienter dans les domaines où la pénurie est la plus criante. Maintenant, enchaînons avec la question suivante. Donc, plusieurs acteurs de développement économique travaillent actuellement dans le développement de la zone d'innovation. La région de la capitale nationale n'en fait pas exception, en réalité. Donc, pour certains de ces secteurs industriels, tels que celui des ressources naturelles, on trouve toutefois, mettons, plusieurs de ces acteurs clés en innovation localisés hors des régions dans lesquelles les zones d'innovation se développent. Donc, à titre de vice-première ministre, comment votre gouvernement entend-il maximiser les synergies interrégionales afin de tirer avantage, si on veut, des
des acteurs existants en innovation? Oui, les zones d'innovation, ça, c'est des projets très intéressants. Puis, je ne m'étendrai pas sur le concept parce d'économie de temps, mais il y a des belles affaires qui sont en train de se produire là-dedans. On en a une ici à Québec, la zone littorale Est. Et donc, c'est ça. Mais effectivement, je comprends un peu là, la question, l'idée derrière ça. Les zones d'innovation sont en centre urbain, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en région. Et il n'y a rien de fait qui empêche cette synergie interrégionale. J'aime beaucoup ce terme-là aussi en passant. Cette synergie interrégionale parce que les zones d'innovation, oui, peuvent se développer dans un centre urbain, mais il y a beaucoup de choses aussi dans les régions qui se passent. Prenons par exemple des compagnies en foresterie ou dans le domaine du bois, bon, qui seraient situées dans une région et qui décideraient de se mettre ensemble en disant, nous autres, on va investir dans la recherche et développement pour par exemple, un nouveau produit là, avec nos usines de sciage. Bon, parfait, ça se passe en région, ça se passe dans les usines, mais peuvent se mettre en lien avec des gens qui sont dans une zone d'innovation, pour qui c'est un domaine pertinent. Puis là, ben, à ce moment-là, le développement ou la recherche ou le théorique peut se faire dans la zone d'innovation, puis les essais peuvent se faire en région. Même chose pour d'autres ressources naturelles, pensons au carton ou à l'aluminium, des gens qui sont dans des usines qui sont dans l'emballage pourraient décider de se mettre ensemble, puis de se mettre en lien avec une zone urbaine, une zone d'innovation en milieu urbain, puis par exemple qui fait de l'alimentaire, donc recherche utilise beaucoup l'emballage. Fait que là, il y a des liens qui peuvent se créer. Fait que ça, on est tout à fait dans la synergie interrégionale et j'encourage d'ailleurs ce genre de lien-là. Il faut dire aussi qu'il y a parallèlement beaucoup de beaux projets porteurs d'un point de vue de développement économique régional en gestation dans nos diverses régions. Et là aussi, bien, ça va devenir en quelque sorte pas des annexes, mais des accélérateurs de zones d'innovation. Fait que tout ça, finalement, va amener une synergie. L'important, c'est d'avoir des projets partout. Et ça, on le fait. Vous avez vu notre projet de loi 66. Non, 60. Enfin, le projet de loi qui permet d'accélérer plein de projets d'infrastructure partout au Québec qu'on a fait adopter l'automne dernier. Donc, ça aussi, ça va stimuler, ça va amener du mouvement dans les régions, ça va aider la reprise, etc. Fait que je ne serais pas inquiète outre mesure de cette synergie parce que s'il y a un souci qu'on a dans notre gouvernement, c'est bien les régions et le développement économique régional. Excellent. Donc, quelle priorité donnez-vous aux technologies propres comme vecteur de relance économique dans la région de la capitale-nationale? Les technologies technologies propres, pardon, je mets technologie propre et économie verte, là, ben, tout ça, ça fait un tout. J'en ai parlé tantôt en conclusion. Effectivement, beaucoup d'entreprises qui vont se tourner vers les technologies propres, vers l'économie verte ou des entreprises dont c'est carrément la mission. Et nous, on veut faire une large place à ça parce que puis ça a toujours été un peu notre discours environnemental de dire il faut concilier le développement économique et les préoccupations environnementales, mais sans négliger un ou l'autre. On ne peut pas se priver de faire des projets sous prétexte continuellement de l'environnement, mais on ne peut pas non plus faire n'importe quoi, n'importe comment en disant que ce n'est pas important l'environnement. Donc, si vous avez, puis encore là, je ne veux pas assommer avec une liste d'affaires, mais notre plan pour une économie verte qu'on a déposé l'automne dernier, très, très, très intéressant. Il y a plein de choses là-dedans. On a réformé aussi le Fonds vert, la gouvernance du Fonds vert, la gouvernance de Transition énergétique Québec, parce qu'un des volets importants sur lesquels on veut travailler, c'est l'électrification de notre économie, électrification de nos transports, électrification de nos immeubles, devenir la batterie du nord-est de l'Amérique, donc exporter notre hydroélectricité et tout ça, mais à commencer par ici, il faut commencer par donner l'exemple, donc s'électrifier au maximum avec notre belle hydroélectricité qui ne coûte pas cher. Et alors, chez Transition énergétique Québec, d'ailleurs, il y a des choses intéressantes, il y a des programmes très intéressants dont vous pouvez bénéficier aussi, en lien avec l'innovation, en lien avec tout ce qui est énergie, technologie propre. Il y a aussi, là, ici à Québec, il y a certains projets très, très concrètement qui vont exactement dans ce sens-là. Je pense au centre de biométhanisation qu'on a inauguré ou qu'on a visité l'année dernière avec mon collègue d'environnement, avec M. Labaume aussi de la Ville de Québec. Il y a quelque chose qui s'en vient aussi par rapport à l'incinérateur. Ici à Québec, il y a des projets autour de l'incinérateur, donc à venir. Je ne peux pas rien annoncer aujourd'hui, mais il y a des choses qui s'en viennent aussi et qui vont aller aussi dans ce sens-là. Donc, dans l'ensemble, je dirais ça traduit une bonne partie de notre intérêt
avoir ce développement économique, mais toujours à saveur verte et à saveur moderne et vision du futur, c'est-à-dire toujours inclure l'environnement et la réduction des gaz à effet de serre dans nos projets. Allons-y avec le rôle des universités. Mettons, quel rôle que vous attendez, vous espérez que le gouvernement, mettons, dans le cadre du développement ou de la relance économique, autre que celui relié à la formation ou à la dissémination du savoir, attendez-vous soutenir financièrement cette contribution attendue ou espérée? Si oui, par quels moyens? Oui, les universités, certainement, un rôle très, très important. Là, on me dit, outre les formations, qualifications, donc j'en parlerai pas, mais évidemment que ça va de soi. Là, c'est pas, la première chose à laquelle on pense pour les universités, c'est la formation. Donc, ça, c'est déjà un rôle important. Mais pour ce qui est du reste, nous, on est toujours ouvert à des projets, à des bons projets. Tu sais, des projets... si vous êtes une université, là, je pense à l'Université Laval, là, on l'a ici, puis l'Université Laval, en passant, qui fait partie intégrante de notre alliance économique, qui joue un rôle super important. Quand je disais tout à l'heure, c'est oui, on peut vous aider avec du financement, mais avec beaucoup d'autres choses. Bien, l'Université Laval, c'en est un exemple parfait, puis ça répond aussi en partie à la question actuelle, dans le sens où l'université peut offrir toutes sortes de formes d'accompagnement, de mentorat pour repenser des stratégies d'affaires, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont dû se transformer ou se repenser, beaucoup d'entreprises avec la pandémie. Fait que là, l'université peut être un excellent partenaire dans ce type de chantier-là. Donc, ça, c'est un exemple. De quelle façon est-ce que les universités peuvent contribuer? Bien, l'université fait partie de notre alliance économique. Dans les autres régions, ça peut être autrement. Mais sinon, dans tous les cas, tout ce qui est projet, une université qui aura un projet qui est réaliste, qui est intéressant, qui aussi correspond à ce qui est identifié comme étant des besoins prioritaires ou urgents, qui a une envergure intéressante aussi, qui va chercher de l'adhésion chez les parties prenantes, bien, a toutes les chances d'être accepté aussi. Mieux un projet est ficelé, évidemment, mieux, plus il y a de chances d'être accepté et de cheminer rapidement. Donc, c'est un peu la réponse que j'aurais. Là. Si vous avez des projets ou des offres à nous faire qui sont bien attachés, qui font un consensus et qui sont réalistes, bien, n'hésitez surtout pas à nous les déposer et on va travailler ensemble là-dessus. Parlons maintenant dans la foulée, mettons, du rôle accru des corps policiers en matière de santé mentale. Qu'entendez-vous mettre de l'avant afin de mieux les outiller dans leur travail? Oui, c'est une question connexe, un peu plus sur mon autre rôle de sécurité publique, mais c'est une question qui m'intéresse beaucoup, qui est extrêmement pertinente d'ailleurs. Là, j'en parle souvent de ma réflexion sur la réalité policière. J'ai actuellement une réflexion qui est en cours sur toute la réalité policière, qui inclut plusieurs facettes de cette réalité, mais entre autres la santé mentale, à la fois la santé mentale des clientèles avec lesquelles doivent composer les policiers et la santé mentale de nos policiers aussi, qui est quand même aussi préoccupante. Là. C'est un métier qui est difficile et tout ça. Mais pour ce qui est de la santé mentale des clientèles, il y a déjà plusieurs initiatives qui sont faites dans certaines régions, qui ne sont pas toutes pareilles. Ici à Québec, ben, notre service de police de la Ville de Québec est habitué de travailler avec un organisme qui s'appelle Pêche et ça fonctionne très bien, moi, à ce qu'on me dit. Alors, quand on a comme ça un modèle qui est déjà fructueux, qui est gagnant, bon, on a tendance à dire soutenons-le, encourageons-le et gardons quelque chose qui fonctionne déjà bien. Mais ce n'est pas le cas de toutes les régions. Donc, on a inclus cet élément-là dans notre réflexion. Comment est-ce qu'on peut outiller les régions qui n'ont pas déjà ce qu'on pourrait appeler des équipes mixtes, là, mais avec toutes sortes de variantes là-dedans. Donc, joindre les policiers, adjoindre aux policiers des services de nature plutôt psychosociaux ou communautaires. Parce qu'il y a beaucoup d'interventions qui sont liées à des problèmes de santé mentale, qui ne sont pas des interventions de sécurité publique à la base et qui grugent énormément de temps pour nos policiers, sans parler de la difficulté d'intervenir dans ces situations-là, puisque nos policiers sont formés à la base en patrouille gendarmerie. Et oui, il y a des formations, la formation a beaucoup évolué, mais ce n'est pas des travailleurs sociaux. Donc, on a ça à l'esprit et on va arriver avec quelque chose. J'en parle souvent avec mon collègue ministre à la santé et aux services sociaux qui est responsable du dossier de la santé mentale. Il est très, très sensibilisé à la chose. Je vais poursuivre tout le temps dans la santé mentale, d'autant plus que c'est une journée aujourd'hui particulière parce que c'est aujourd'hui la journée Belle cause pour la cause. Donc, c'est un événement qui vise à favoriser un dialogue
national sur la santé mentale. Donc, je vous amène dans une autre question. La situation actuelle amène son lot de détresse psychologique chez les citoyens et peut parfois même accentuer les effets que ceux-ci avaient déjà des problèmes de santé mentale. Donc, au-delà des annonces en santé mentale de l'automne dernier, est-ce que le gouvernement prévoit financer davantage d'initiatives ou d'organismes qui font un travail plus que vital pour notre société? Est-ce que le gouvernement, plus précisément, pourra également se servir de la situation actuelle pour mettre en œuvre la stratégie nationale de prévention de suicide annoncée en 2019? Oui, ça, c'est une question qui est difficile aussi. Et puis c'est vrai, là, la pandémie a accentué des problèmes déjà présents et en a amené des nouveaux aussi. Et en réaction à ça, parce que je parlais des annonces de l'année passée, oui, il y a eu quand même plusieurs annonces. Il faut le mentionner, on a mis beaucoup d'argent pour être capable d'embaucher plus de ressources très rapidement. Parce que quand on est arrivé, il n'y avait même pas de décompte clair des listes d'attente pour des ressources en santé mentale. Donc, c'est un peu, si vous me passez l'expression, le free for all là, pour la santé mentale. Fait qu'on essaie au moins de mettre de l'ordre là-dedans, d'embaucher des ressources, puis de suivre le compte des listes d'attente. Et les listes d'attente ont beaucoup diminué, sont encore beaucoup trop longues, mais ont beaucoup diminué. Donc, au moins, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont capables d'avoir accès à des ressources dans le réseau public. Évidemment, ceux qui ont les moyens, qui peuvent aller au privé, le font déjà, là, donc indépendamment du gouvernement, mais c'est important d'avoir des services publics accessibles en nombre suffisant. Donc, il y a beaucoup d'argent qui a été mis, entre autres pour nos jeunes, une annonce spécifique pour les soutiens en santé mentale pour nos jeunes. Parce que nos jeunes, ça nous inquiète beaucoup. Il n'y a pas juste les jeunes, là, ça nous inquiète toutes les tranches d'âge, mais c'est très difficile pour les adolescents en ce moment, adolescents, jeunes adultes. Et donc, ça aussi, on a mis des sous spécifiquement pour ce groupe d'âge-là. Mais de façon générale aussi, je pense que le message qu'il faut passer, c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide. En ce moment, ce qui est difficile, puis tantôt, c'était la fin un peu de mon allocution, je disais, il ne faut pas avoir peur de dire des fois si on est tanné et on est fatigué, nous autres aussi, on commence à l'avoir dur sur le moral, puis on sent qu'on va moins bien. On ne peut pas aller se voir, on ne peut pas se prendre dans nos bras, on ne peut pas... Mais il faut s'appeler, il faut se faire des Teams, puis si on a des gens autour de nous qui nous inquiètent, puis on se sent impuissant, bien, pas hésiter à demander de l'aide puis à référer ces personnes-là. Puis c'est pas idéal en ce moment, c'est vraiment, vraiment pas idéal, mais il y en a des ressources et des fois, je pense que la petite bougie d'allumage pour éviter des drames, c'est d'avoir quelqu'un qui va te dire, ben, n'hésite pas à les consulter ou de soi-même prendre la décision, de dire, je vais appeler, je vais consulter, je vais voir. Si ça change, si ça te fait du bien, tant mieux. Sinon, ben, ça t'aura coûté quelques minutes de plus dans ta vie, mais il faut, je pense que la solidarité, puis le tissu social autour de soi, qui est un peu érodé par le fait qu'on n'a plus de présence physique, doit être au maximum renforcé par les moyens qu'on a virtuels ou à distance, mais il faut être très, très, très présent. Autant j'en aurais jamais été aussi séparée physiquement, mais autant paradoxalement, il faut être présent autrement auprès des gens autour de nous et demander de l'aide avec le 811, entre autres, le 811, le canal par excellence. J'ai envie d'y aller un peu plus, mettons, personnel dans votre rôle en réalité. En tant que figure publique et politique, quels sont les outils, les trucs qui vous permettent, mettons, de vous ajuster en réalité face à un contexte qui est constamment changeant parce que la pandémie a bouleversé beaucoup de choses. Donc, avez-vous des outils, des trucs à nous partager en réalité? Ben, c'est une bonne question. Je pense que j'ai fait pas mal comme tout le monde. Là, vous voyez un peu, l'assistance ne le sait pas, mais on a eu des petits problèmes techniques à s'ajuster avant le début de la conférence. Fait que ça, je vous dirais, pour moi, ça a été un gros défi technologique. Puis je disais tantôt, il faut se moderniser, il faut se numériser, puis tout ça. Je commence par moi-même. Là, je suis pas la plus habile en informatique. Donc, il y a eu là un gros défi. Fait que, tu sais, évidemment, là, tous les outils informatiques possibles pour le télétravail, puis essayer de s'équiper comme il faut pour être capable d'être le plus fonctionnel possible. Mais sinon, sur le plan personnel, c'est ce que je disais tantôt, ça finit par être redondant pour tout le monde. Non seulement vivre la pandémie, mais en parler, en entendre parler. Fait que je me raccroche à l'espoir auquel je vous suggère de vous raccrocher aussi. Depuis l'arrivée du vaccin, j'ai l'impression qu'on a changé un petit peu de mode, ou du moins, j'aimerais ça qu'on change un petit peu de mode, puis vraiment qu'on se dise, bon, le vaccin, il est là, ça s'en vient. C'est concret, cette lumière-là au bout du tunnel. Mais sinon, quand je suis tannée, je suis fatiguée, ben, je prends une marche dehors avant 20 heures ou après 5 heures.
Avec mes enfants, j'ai un bébé d'1 an, fait que c'est sûr qu'avec la poussette, les pas d'activités sont relativement limitées. Fait que je prends une marche, je prends l'air, je cuisine. J'ai pas essayé de faire du pain, contrairement à plein d'autres. Il y a peut-être ça que moi, je n'ai pas fait, mais vous voyez, ça peut être une autre façon, des fois, de changer les idées. Merci pour votre grande accessibilité. Encore une fois, mettons, c'est un honneur en tant que de vous recevoir en tant que Chambre, puis ainsi que les Chambres d'initiative. Donc, je vous remercie à titre de vice-première ministre, à mon nom, ainsi que l'ensemble de la communauté d'affaires. Puis je vais céder le mot de la fin à notre deuxième partenaire présentateur de l'événement, qui est TAC, qui va être représenté cette fois-ci par M. François Ducharme. Merci. Merci, Mme Guilbeault. Vous en avez bien entendu parler en début d'allocution. La région de Québec, comme le reste du monde, fait face à une crise importante. Comment peut-on sortir de cette crise sans précédent le plus vite possible, le mieux possible, sans laisser derrière nous des secteurs entiers souffrir? Certains ont profité de la crise, d'autres l'ont subi. Le tourisme, la restauration, les grands événements, des secteurs d'activité importants pour l'économie de la région, mais aussi pour notre qualité de vie, auront besoin de vous, auront aussi besoin de nous. Vous avez réitéré ce midi que votre gouvernement sera là pour nous épauler. Plusieurs des programmes et des initiatives dont vous nous avez parlé en témoignent, notamment l'Alliance économique, dont la Chambre fait partie. Sachez que la communauté d'affaires sera là, elle aussi. Le gouvernement a imposé une pause malheureusement nécessaire. Soyez certaines que nous serons à vos côtés pour s'assurer que la région retrouvera vite, très vite, son air d'aller. Merci. Bon après-midi à tous.